Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on accueille Damien Fakra du laboratoire Piment de l'Université de La Réunion qui va nous parler métrologie low cost et high-tech ou précision en recherche expérimentale. Mythe ou réalité? Merci beaucoup. Ça va au niveau de la voix, vous m'entendez? Sinon, je peux. Je sais que vous êtes des experts en acoustique, donc je vais essayer d'avoir une voix. Oui, alors voilà, donc je vais vous présenter cet exposé qui concerne en fait la métrologie. Alors pourquoi le titre? Je commencerai par nous critiquer nous-mêmes en tant que chercheurs. On a tendance en fait à croire que les meilleures recherches, ce sont les recherches où on investit le plus d'argent. Et pour moi, c'est un peu comme s'acheter une Ferrari, alors qu'une Renault 12 pourrait très bien faire l'affaire. Et donc, du coup, voilà, je m'interroge. Je m'interroge sur cette façon de faire de la recherche en investissant énormément pour pouvoir obtenir des résultats fiables. Et je vous pose aussi la question, qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous trouvez ça? Enfin, ce que je viens de soulever, est-ce que ça vous choque? Non, vous êtes jamais posé la question. Vous avez déjà eu affaire à ce genre d'expérimentation low cost, mais qui a donné de très bons résultats, même publiables. Je ne sais pas, certains d'entre vous ont déjà eu affaire à ça. On fait pas mal de choses avec des tuyaux de plomberie. Pardon? On fait pas mal de choses avec des tuyaux en PVC. Ouais. Ça ne fait pas de problème. Ça passe très bien. Je ne sais pas si c'est ce qu'on appelle les manipes de coin de table. Souvent. Ouais. C'est assez bénéfique. Avec des micros à 10 euros. C'est des micros, ouais, c'est sûr. Je suppose que tout le monde a fait de l'expérimentation ici. Il n'y a pas des purs numériciens, je veux dire, en termes de recherche. Ceux qui ont fait tous de l'expérimentation. On en a quelques-uns. Pardon? On en a de purs numériciens. Ils sont bienvenus aussi. Oui, super. Parfait. Donc, pour l'exposé va se décomposer en 4 parties. Donc, je vous ferai une petite introduction pour vous présenter déjà et présenter mon laboratoire, le laboratoire dont je suis rattaché. Pardon. Et après, on soulèvera la problématique en fait, liée à cette métrologie. Et puis, je vous montrerai quelques exemples métrologiques, vos postes de précision. Et on finira en conclusion par, on va échanger entre vous, parce que en fait, je n'ai jamais vraiment travaillé en acoustique, et c'est peut-être l'occasion d'échanger, de voir éventuellement si, en tout cas, la démarche que je vais vous montrer là pourrait s'appliquer aux domaines de spécialité. Alors, sans plus attendre, comme je vous ai dit, je viens d'un laboratoire qui s'appelle Physique et Ingénierie Mathématique pour l'énergie et l'environnement et le bâtiment. C'est un laboratoire à l'Université de La Réunion qui travaille sur 3 axes thématiques. Je vais vous les présenter. Le laboratoire est constitué d'environ une soixantaine d'enseignants-chercheurs, dont 40 sont des titulaires. Et le reste, c'est des vacants, des chercheurs associés au laboratoire. Il y a environ 32 doctorants et on a en moyenne environ 14 BIAT dont 4 titulaires et 10 contractuels. Vous voyez, on tourne autour de 27 publics par an et on est aujourd'hui en 13 brevets. Gère en recherche, type ANR, PDR, région, et on a à peu près 47 partenaires. Les thématiques en fait de nos recherches, comme je vous ai dit, sont en 3 pôles. On a l'efficacité énergétique des espaces bâtis et environnants. On travaille sur tout ce qui est énergie renouvelable, et on travaille bien sûr sur les mathématiques et applications. En fait, c'est une fusion, notre laboratoire est une fusion d'un ancien laboratoire de maths et d'un ancien laboratoire de physique.
du bâtiment. Alors, je vais maintenant me présenter. Moi, c'est Damien Fakra. J'ai un profil assez atypique. J'ai fait mathématiques physique. J'ai pris l'option physique. Je me suis orienté vers la mécanique énergétique. J'ai fait énergie mécanique à l'Université de La Réunion, cohabilité avec l'INSEM. Et j'ai fait ensuite un doctorat en physique du bâtiment, génie civil, rien à voir avec ce que j'avais fait auparavant. Pour finalement, tout récemment, 2 ans, soutenir mon HDR en énergétique, physique du bâtiment et environnement. Concernant, oui, je suis également qualifié en MCF 60-62 et PR 62. J'ai été à l'époque MCF 562 et PR actuellement 62. Concernant mes fonctions, j'ai été à TER pendant 3 ans. Depuis 2010, j'occupe la fonction d'ingénieur d'études en instrumentation et expérimentation à l'Université de La Réunion et je suis vacataire depuis 2011 dans cette même université. S'agissant de mes enseignements, en fait, j'enseigne à l'Université de La Réunion depuis 2007, dans l'océan Indien depuis 2009, à l'Université des Comores, l'Université de Maurice, de Mascarene, à Maurice, l'UIT, l'IST d'Antananarive, c'est à Madagascar, et tout récemment, j'interviens au CNAM de La Réunion, qui est rattaché au CNAM de Paris, dans une filière appelée PTP, construction en milieu tropical. Donc, j'enseigne des matières telles que les maths, la physique et le numérique. Donc, en termes d'encadrement, j'ai environ, à mon effectif, 4 stages de licence, 20 stages de master, 11 stages en cycle d'ingénieur et 8 thèses, dont 3 ont été soutenues, 3 sont en cours et 2 sont en projet. Et enfin, pour ce qui est des projets, j'ai participé à pas mal de projets de recherche, dont 2 principaux. Il y en a un que je comporte actuellement, c'est un projet qui s'appelle Symbioseur. C'est un projet FEDER de 700 000 € qui va finir cette année. Et concernant les projets de formation, je comporte 2 projets Erasmus. L'un avec l'West University à Johannesburg et l'autre avec l'Université de Pretoria, dans une école d'ingénieurs génie. Et concernant les collaborations, j'en ai 6. Et puis, s'agissant de mes recherches, comme je vous ai dit, je suis pluridisciplinaire. Donc je travaille sur des thématiques en lien avec l'énergétique, la mécanique, les espaces bâtis et l'environnement. Et plus principalement, ce qui va être l'objet en fait de ce que je vais vous présenter depuis 2010, que j'occupe les fonctions d'ingénieur en instrumentation. J'ai essayé de mettre au service des recherches que je mène cette casquette en fait de métrologue, en essayant de développer des outils, des méthodes, des protocoles, de concevoir des capteurs, des systèmes qui permettent de mesurer des variables bien spécifiques. En l'occurrence, dans les thématiques du laboratoire dont je suis rattaché. Donc, sans plus attendre, on va passer maintenant à la problématique. Donc, bien sûr, avant de vous expliquer cette problématique, je sais que c'est des choses que vous connaissez déjà. Je vais quand même faire un petit rappel. La démarche fondamentale d'une recherche, elle est basée sur quoi? J'appelle ça l'approche NEVA. C'est 1, c'est la modélisation. 2, c'est l'expérimentation. 3, la validation. Et 4, l'application. Il n'y a pas d'autre champ de recherche à faire que ces 4 points. En tout cas, à mon avis, on peut toujours débattre si vous en voyez d'autres, on pourra toujours débattre. Et donc, du coup, moi, je me focalise plus sur la partie recherche en lien avec l'expérimentation. Dans ce cadre-là, la problématique en fait générale liée à la métrologie, c'est quoi? C'est, je vais les citer, la mesure est encombrante, la mesure nécessite une énergie, la mesure est complexe par moment, la mesure pollue
les gens ne se rendent pas compte en fait, des appareils qu'on est en train d'utiliser, que par moment, ça pollue. Et ce n'est pas très bien apprécié par les bailleurs, par les personnes qui financent en ce genre de système. La mesure, par moment aussi, manque de précision de nos appareils qu'on utilise. Les appareils qu'on utilise par moment dans certaines conditions ne sont pas adaptés à l'environnement que l'on souhaite étudier. Et puis la mesure coûte cher, hein. Ça c'est le nerf de la guerre. Peut-être pas pour votre laboratoire, mais j'en connais qui arrêtent, qui stoppent carrément leur recherche parce qu'ils n'ont pas les moyens pour pouvoir avancer. Et enfin, la mesure elle-même, elle peut perturber le système. Donc, le fait de venir prendre des mesures sur un système, on ne se rend pas compte, mais ça peut perturber le système et ça peut fausser en fait, les orientations que l'on se fixe pour pouvoir atteindre l'objectif. La question qu'on peut se poser, c'est donc que faire? Alors, bien sûr, ça serait peut-être de proposer, c'est une piste comme tant d'autres, hein, ça serait peut-être de proposer des nouveaux protocoles fiables de substitution qui répondraient à ces problématiques. Mais alors, si on arrive à le faire, comment, enfin, si on s'oriente vers ça, comment le faire? Eh bien, ça serait tout simplement à travers la recherche métrologique. On ne peut pas faire autrement que de faire une recherche métrologique. Et c'est là où je voulais en venir. Et donc, du coup, je vais vous montrer maintenant quelques cas de recherche low cost que l'on a entrepris. Le premier exemple, c'est ce qu'on a baptisé le multi-CoF method, c'est LCM, si vous voulez. Alors, cette problématique est liée à quoi? Je vais essayer d'être très simple, je ne vais pas rentrer trop en détail pour ne pas que le séminaire soit trop long. Donc, la problématique, c'est quoi? C'est qu'on a du mal à caractériser les propriétés thermo-optico-physiques des matériaux, de certains matériaux innovants. Là, vous avez le cas d'un matériau translucide qui n'est ni opaque ni transparent. Donc, s'il n'est ni opaque ni transparent, c'est quoi les lois qu'on doit utiliser pour pouvoir caractériser ce type de matériau? Et donc, du coup, les mesures qui sont faites à partir de certains appareils ne peuvent pas donner des informations sur ses propriétés. Et donc, l'idée a été d'essayer de trouver une solution à ce type de mesure. Notre système, MCM, Multi-CoF Method, est séparé en deux parties. Il y a une partie en fait, qui consiste à mesurer la conductivité thermique du matériau et une partie qui consiste en fait à mesurer les propriétés optiques du matériau, en l'occurrence la transmittance, l'absorptance et la réflectance de ce matériau. Donc, si je commence par la partie thermique, comme je vous ai dit, hein, on part sur la logique du low cost et du high tech. Donc, on va utiliser des plaques de Peltier pour créer nos sources chaudes et froides. On a utilisé des ailettes, hein, on a récupéré ça dans un PC. Et puis, on a fabriqué une porte-échantillon avec une imprimante 3D. Donc, on va dans un premier temps placer l'une des plaques de Peltier. On va mettre autour un isolant, du polystyrène. On vient positionner notre échantillon qui est contenu dans le porte-échantillon. Et on pose la deuxième plaque de Peltier. S'agissant de la partie optique, on a utilisé un pointeur laser. On a fabriqué avec une imprimante 3D le porte-pointeur laser, notre support de pointeur laser. Et pour des raisons en fait, de mesure un peu complexes, on avait besoin d'un flux-mètre qui devait avoir des dimensions très petites, vraiment très petites. On n'a pas pu trouver sur le marché. On a été obligé de s'orienter vers des photopiles. On a pris des photopiles, on en a fait des flux-mètres. Et là, vous voyez, une photopile, la taille est pratiquement très petite par rapport à une pièce de vinyle. Ensuite, on a le support où on vient positionner le photopile
sur la cube et on est allé chercher en fait un support de lampadaire extérieur qu'on a peint à l'intérieur en blanc et à l'extérieur en noir pour éviter les interréflexions. Donc ça, c'est la partie, on va dire, constitution de notre système. Au final, le système il ressemble à ça. C'est là où on vient positionner notre échantillon. Là, à l'occurrence, l'échantillon ici, c'est du bois. Et là, les points en rouge représentent les endroits où on a positionné nos thermocouples, enfin non, nos flux-mètres, excusez-moi, nos flux-mètres qui vont permettre de mesurer les différents flux provenant de nos deux sphères. Ensuite, les lois, on a essayé d'associer des lois au système. Donc, on a associé des lois, donc la partie carrée classique, hein, on a utilisé la loi de Fourier en régime permanent. Et pour ce qui est de la partie optique, on est allé chercher des lois mathématiques. On a utilisé ce qu'on appelle la loi des sphères intégrantes pour pouvoir retrouver nos fameux propriétés. Et ces fameuses lois vont nous permettre d'avoir les coefficients qui nous intéressent. Au final, on a fait des tests sur des échantillons quelconques. Plusieurs tests, là je vous en montre 4, mais on en a fait plusieurs et on a répété plusieurs fois. Là, vous voyez en l'occurrence le dernier test du polycarbonate qui représente en fait un échantillon de matériaux translucides. Vous voyez que les erreurs, alors vous avez en première ligne la référence du matériau qu'on a utilisé, en deuxième ligne la valeur qui est donnée par notre appareil, la valeur des coefficients qui est donnée par notre appareil, et en troisième ligne les erreurs relatives entre la référence et notre expérimentation. Là, vous voyez qu'on ne dépasse pas 5%, et la norme ASTM E1225 nous dit que lorsqu'on a un dispositif expérimental en recherche que l'on souhaite valider, en fait, on souhaite valider, si le dispositif, l'erreur ne dépasse pas 5%, votre dispositif peut être utilisé pour faire de la recherche. Et donc, du coup, on voit très bien qu'on est en dessous de 5%. On a été même agréablement très surpris parce qu'on a comparé aussi notre système avec on va dire un dispositif, un conductimètre classique qui coûte environ 50 000 € qu'on utilise classiquement dans la recherche, et on a trouvé que notre dispositif avait une précision beaucoup plus importante que le dispositif utilisé classiquement de nos jours dans la recherche. Et notre dispositif n'a coûté que 125 €. Les calculs sont vite faits. Et donc, du coup, la conclusion de cette thématique, c'est qu'au final, il y a un brevet qui vient de sortir cette année. Et puis, il y a 3 articles revus en lien avec ce dispositif. Donc, voilà, je vais maintenant vous montrer un deuxième exemple. Il s'agit de l'analyseur de gaz. Donc, l'analyseur de gaz, voilà, donc, vous connaissez tous, enfin, ceux qui travaillent sur les fluides, ils savent que pour analyser un fluide, généralement besoin d'un chromatographe, etc., pour pouvoir connaître les compositions de ce gaz. Là, vous avez l'exemple d'un chromatographe. On connaît tous les prix, hein, 125 000 €, 150 000 €. Et on s'est dit, on s'est donné comme challenge de fabriquer un chromatographe. On va le fabriquer, on va essayer de voir ce que ça a donné. Et donc, on est parti sur le principe que les seules composantes qui pourraient se rapprocher d'un nez électronique et qui ne seraient pas très chères, c'est des composantes Arduino qui ne sont pas très bien appréciées en recherche. Je préfère avoir des capteurs beaucoup plus sophistiqués. Mais je vais vous montrer en fait. Alors, on est parti d'un article en fait qui a été fait à Renewable Energy. C'est un article, c'est un Malaisien, je crois, un Chinois, je ne sais plus, qui a fabriqué un chromatographe avec c'est un gobelet de cuisine.
Et donc, il a mis à l'intérieur un électronique, il a mis des composantes pour déshumidifier l'enceinte, il a créé le vide. Et de là, il a essayé de mesurer le méthane, certains composés utilisés dans les études énergétiques. On s'est amusé à reproduire son système, mais avec des gobelets MAC de 974 à Réunion. Et du coup, le système a fonctionné dans certaines conditions. Donc là, on a créé le vide. Là, on est en train de prouver qu'on a créé le vide. Et il s'avérait que sur 3 essais, il y en avait toujours un qui dérivait, celui qui est du bleu, rouge. À chaque fois qu'on essayait les essais, la répétabilité ne se produisait pas convenablement. Et donc, du coup, on s'est dit, il y a un souci, il faut qu'on améliore le système. Et de là, on a essayé de faire les choses plus simplement. On est parti d'un nez électronique. La seule originalité, c'est de reprendre le nez et de fabriquer ce petit capsule. On a imaginé une petite capsule pour pouvoir justement permettre au nez électronique de mesurer le gaz, mais dans un environnement beaucoup plus petit. Parce que le souci, c'était ça, on s'est rendu compte que le nez électronique n'arrivait pas à donner les quantités de ppm parce qu'il était dans un environnement l'environnement était trop large, donc il fallait trouver le moyen de réduire cet environnement pour pouvoir mesurer. Bien sûr, en associant à ces environnements-là des calculs liés au système capsule, et puis en respectant aussi le positionnement de l'injection en fait, de votre gaz. En fait. Il faut l'injecter du bas vers le haut. Il ne faut pas le laisser. Il ne faut pas aller à l'inverse pour éviter que le gaz ne remonte. On a ensuite testé, on a fait des tests numériques pour voir un peu comment allait se répartir ce gaz et quelle forme il fallait avoir pour pouvoir avoir un bon, on va dire, circulation de notre fluide. On est arrivé à la conclusion de fabriquer en fait ce petit connecteur qui permettra en fait au final de relier chaque nez électronique et pouvoir faire passer un seul gaz qui va se répartir sur les quatre zones où chaque nez électronique doit mesurer un gaz bien spécifique. Donc, voilà au final à quoi ressemble notre chromato avec des Arduino. Encore une fois, on n'a pas dépassé 150 €. Et les résultats, vous direz, alors bien sûr, le loi associé, c'est plutôt la personne qui avait eu le premier système, qui avait fabriqué le premier système, avait proposé cette démarche pour faire un calcul associé à son système, où on a rajouté cette démarche, plus les caractéristiques de la BAP de l'Arduino. Et l'originalité pour nous, c'est de rajouter cette partie-là, où en fait, l'Arduino, avec la BAP, on calibre l'Arduino, avec notre ABAP, on calibre l'Arduino et le capsule. Donc, on a rajouté cette partie-là pour avoir le coefficient de calibration de notre Arduino lorsqu'on rajoute le capsule. Dans ce cas de figure, on s'est rendu compte que l'on a amélioré en fait le système. Donc, c'est un coefficient qui permet de pouvoir calculer à partir d'un capteur de valeur. Et donc, on a essayé de faire des calculs de tests de mesure de méthane, de carbone monoxyde, d'hydrogène et de carbone, du dioxyde de carbone. Les résultats qu'on a obtenus, voilà, on les voit ici. J'en ai pris 2 au hasard comme ça. J'ai pris le CH4 de référence avec des étalons, des gaz étalons. On a testé sur notre système. Là, c'est le CH4 mesuré. Et puis, l'erreur entre les deux. On a fait la même chose avec le gaz, le dihydrogène. Et vous voyez, les erreurs, on n'est pas si ridicule que ça, en utilisant un gaz étalon, bien sûr. Au final, la conclusion de ça, c'est que ces travaux ont pu également faire l'objet d'un brevet et un article qui est sorti. On attendait en fait, parce que c'était en parallèle, on ne devait pas sortir nos articles. Il fallait d'abord que le brevet soit
validé. Et donc, maintenant, on va pouvoir en fait rédiger l'article vraiment associé aux travaux que je viens de vous montrer. Je vais passer maintenant à un troisième exemple, lié maintenant à une centrale d'acquisition. La centrale d'acquisition, on va dire, c'est le système le plus cher en fait dans une expérimentation. Généralement, c'est le système qui coûte le plus cher, car il nécessite une technologie assez élevée pour pouvoir récolter, piloter et échanger avec tout l'ensemble de notre chaîne d'acquisition. Et donc, nous, on a ce problème-là parce que dans nos expérimentations, on a besoin de beaucoup de centrales d'acquisition. Parce qu'on fait des expérimentations sur 200, 500 mesures simultanément. Et donc, on a ce souci-là. Et donc, on s'est dit, on va essayer de répondre à ce problème. Voilà, on en a fabriqué un qu'on on a baptisé le DL-KC. C'est une centrale d'acquisition toujours avec des Arduino. On a utilisé un Arduino Uno pour les acquisitions des signaux. On a utilisé un Arduino Nano pour le contrôle et la régulation de l'ensemble de notre système et un Raspberry Pi. On a aussi un type d'alimentation, une batterie en lithium-ion et une alimentation directe. Donc, la partie port, les ports de nos connectiques de mesure, de nos capteurs, on a fait en sorte que les ports soient extérieurs en fait, à la centrale, qu'ils puissent être mobiles, au cas où on aurait à prendre des mesures dans des endroits un peu complexes et où on n'arriverait pas à faire venir les fils jusqu'à la centrale. Cette centrale-là, elle est autonome, elle est reliée, elle utilise le Wi-Fi, donc on peut suivre en temps réel l'évolution des signaux. On est passé par du LabVIEW pour pouvoir visualiser en temps réel le système. Et donc voilà, vous voyez qu'elle est assez simple. On a testé la centrale avec des calibrateurs pour pouvoir connaître la qualité du signal. Est-ce qu'on a un bon signal, on arrive à recevoir des signaux assez corrects. Et au jour d'aujourd'hui, on a fait aussi des comparaisons entre la centrale et une CR6, les centrales Campbell, on a fait aussi des comparaisons avec les centrales Elborn. Et je dirais que là aussi, on n'est pas ridicule. Et du coup, la conclusion de ça, c'est un article qui est en cours d'évaluation, car la combinaison Arduino Uno, Arduino Nano, Raspberry avec du LabVIEW, nous sommes les premiers à le faire. Et donc, elle est aussi utilisée un peu partout dans des expérimentations au niveau de notre laboratoire. Je vais maintenant passer au dernier exemple, l'exemple de ça, c'est l'exemple de biocapteur. Excusez-moi, l'exemple des biocapteurs, je vais avoir mal écrit. L'exemple des biocapteurs, ici, on est plutôt dans une recherche de rupture et je vais vous expliquer pourquoi. Donc, la problématique du biocapteur, c'est quoi, environnemental? C'est qu'aujourd'hui, une station météo, c'est toujours le problème de fond. Je sais qu'il y a beaucoup de laboratoires, enfin, en tout cas, le laboratoire, ce problème-là ne se pose pas. Mais en fait, nous, on accompagne beaucoup de laboratoires de l'océan Indien. Et la plupart d'entre eux, ce sont des pays ce sont des pays émergents qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et donc, ils nous sollicitent énormément pour les aider à mener leurs recherches à travers des expérimentations. Et donc, on essaie de leur proposer des techniques qui puissent, on va dire, mener à bien leurs recherches. Donc, il y a le problème de coût qui se pose au niveau des stations. Il y a le problème de la pollution, que je vous ai dit, que j'ai énoncé auparavant. Et puis, le problème d'encombrement. On a un système, on veut mesurer 3-4 variables. On a tous les appareils qui sont en train d'étouffer le système. Et donc, du coup, on a essayé de réfléchir à une solution concernant, en tout cas, les mesures au niveau de l'environnement. Et de là est parti le concept du biocapteur. On sait que en botanique, on définit ce qu'on appelle l'effet électrophysiologique.
c'est un effet qui est facilement observable. Vous prenez un voltmètre, vous piquez votre plante, vous piquez le sol, vous verrez une différence de potentiel. Et lorsque l'environnement varie, lorsqu'il fait trop froid, trop chaud, l'humidité baisse, augmente, ce signal-là varie aussi en fonction de ces effets. Et donc, on s'est dit, ben, si ce phénomène-là peut être observé, ça veut dire qu'une plante est un biocapteur. Parce que la définition même d'un capteur, c'est avoir... C'est avoir... Maybe. Ok, donc c'est avoir un signal, lui associer une formule pour définir une variable physique. Donc, on s'est dit, ben, si la plante est capable de nous fournir un signal en fonction de l'état de son environnement, donc il est en mesure de nous donner des informations sur certains paramètres, certaines variables météorologiques de son environnement. Donc on est parti de cette idée-là et on a fait quelques tests. Alors la première approche, c'est on a pris des capteurs, on les a mis à côté de la plante, on mesurait le signal, on mesurait les valeurs de ces capteurs-là et on a trouvé une corrélation entre, par exemple, l'humidité de l'air et le signal de la plante. On a trouvé une corrélation entre la température de l'air et le signal de la plante. Là, je vous parle du même signal, le même signal qu'on utilise avec différents types de capteurs. Et on s'est dit, ben, on peut peut-être aller un peu plus loin. Et là, a démarré des tests en laboratoire où on a fabriqué une enceinte climatique. Alors oui, la plupart des systèmes qu'on fabrique, c'est du matériel recyclé. On n'achète pratiquement rien. Et donc, du coup, voilà, on a fabriqué notre enceinte climatique et on a pris une plante, on l'a piquée, hein, on a mis une anode et une cathode, on récoltait le signal et on regardait ce que ça donnait comme information. Les résultats qu'on a obtenus sont de cette catégorie-là. Alors, la plante, on lui a affecté un coefficient en fonction de la variable physique qui nous intéressait. Après avoir calibré, si vous voulez, la plante. D'accord ? Et donc, on a la première courbe au centre, qui est la courbe des irradiations. Vous avez en bleu l'irradiation liée, il y a l'information donnée par la plante en termes d'irradiation, et en rouge, l'information qu'on a mesurée à partir du capteur classique. Et la courbe en vert représente en valeur absolue le watt par mètre carré, les erreurs entre la mesure de référence et la mesure de notre biocapteur. Pour un même signal, et en lui affectant un autre coefficient, nous obtenons la courbe de température qui est en haut. Pareil, on a fait la même chose avec l'humidité relative. On s'est ensuite dit, ben, allons faire le test en milieu réel. Donc, on a pris la plante, on l'a mis sur un mât météorologique, la plante est ici. Et donc, on en a fait comme si c'était un capteur, hein, on l'a positionné sur un mât et on récoltait les données météorologiques, on a calibré la plante en fonction des données météorologiques et ensuite on a testé les informations qu'on pouvait avoir par rapport à cette plante. Pareil, vous avez une radiation au centre, la température en haut et l'humidité relative en bas. Donc, les résultats sont assez encourageants. Au jour d'aujourd'hui, il y a encore des études à réaliser, à l'occurrence le traitement de signal, qui nécessitera peut-être, on sera peut-être amené à travailler sur des réseaux de neurones, qui sais-je, bayésiens, des outils assez costauds pour pouvoir identifier clairement, ou bien pouvoir, on va dire, traiter clairement, filtrer clairement ce signal et obtenir les informations qui nous intéressent. La conclusion sur ce biocapteur, c'est qu'on a des avantages. Hein, c'est 3 capteurs en un. C'est moins encombrant, c'est moins cher et c'est simple à utiliser. Ici encore, on a un brevet qui vient de sortir là sous moi sur ce dispositif. Bien sûr, il y a un article qui a été publié et éventuellement, on a encore 2 articles sur la partie
sur cette partie-là. En fait, l'idée, c'est de dire, si un biocapteur est capable de vous donner des informations météorologiques dans un environnement, on a commencé à imaginer le futur en disant, là, on serait dans notre salle, au lieu d'avoir plein de thermomètres, plein de capteurs pour connaître s'il fait chaud dans la salle ou pas, on a juste une plante, un petit boîtier électronique qui nous donne les informations qu'on a besoin. Et ça rentre dans le décor, c'est pratique, c'est écologique, et donc ça a plein d'avantages. Pareil, imaginons demain, je ne sais pas moi, l'armée a besoin d'aller en guerre dans la forêt, ils ne vont pas ramener avec eux des grosses machines de météo pour connaître, oui, là, quel temps il fait, est-ce qu'on en voit ou on n'en voit pas. Ils auront juste un boîtier électronique avec une anode et une cathode, ils le prennent, ils piquent sur un arbre et ils ont toute l'information météorologique de l'endroit où ils se trouvent. C'est la fiction, on est d'accord, mais c'est là où on veut aller. C'est là où on cherche à aller. Et vous voyez qu'une plante, c'est 1 euro, c'est pas... On n'a pas besoin d'aller acheter énormément de matériel pour venir faire ce type d'études. Et donc, pour finir, en fait, dans la conclusion, je ne sais pas combien de temps il reste, on aura assez suffisamment de temps pour ouvrir un débat. Super. Donc, pour finir, sur ce projet, le but de ma venue, en fait, ici, c'est... Je sais que c'est un laboratoire en fait, qui travaille beaucoup sur les ultrasons, l'acoustique, de manière générale. Et je commence à m'intéresser en fait à cette partie de l'acoustique. Et en fait, mon souhait, en fait, c'est de venir appliquer un peu les démarches que j'essaye de proposer dans mon laboratoire de rattachement dans ce domaine de l'ultrason. Car je sais que c'est un domaine où les problématiques météorologiques ne manquent pas et où, voilà, ça serait vraiment un environnement où on pourrait tester pas mal de techniques et voire même améliorer certains procédés. Donc, la question que moi je pose, c'est est-ce que vous pensez qu'on pourrait améliorer la météorologie liée aux études des ultrasons, les améliorer de manière, dans cette philosophie-là, avec tout ce que je viens de vous montrer, les améliorer d'une manière low cost, high tech, mais de très bonne précision. La deuxième question qui pourrait aussi se poser, c'est est-ce que peut-être il n'y aurait pas moyen d'innover pour pouvoir répondre justement à des besoins en recherche expérimentale? Et puis la troisième question, la dernière, c'est surtout ça, c'est une métrologie en ultrasons. Je sais que vous l'avez sûrement fait dans pas mal de domaines. Et c'est cette métrologie en ultrasons qui m'intéresse beaucoup, car j'ai la conviction qu'il y a moyen peut-être de démontrer que ce chemin-là peut répondre vraiment à nos besoins en recherche expérimentale. Et donc, voilà pourquoi je suis là aujourd'hui avec vous. Et donc voilà, je vous remercie pour votre attention. Je reste à votre disposition pour vos questions.